Bon, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce talk où on va parler un peu d'IoT, un peu de bricolage, vite fait de dev. Moi je suis Alexis Morel, donc je suis consultant chez WeScale. C'est pas du tout mon domaine d'expertise, d'accord. C'est un projet sur lequel on a travaillé lors d'un hackathon et c'est un peu ce que je veux faire, c'est un peu un Rex par rapport à ça. Je révise mon espagnol en ce moment, donc vous aussi. Comme je vous disais, on a fait un projet d'hackathon sur une journée. On fait ça tous les ans. C'est plutôt cool pour voir des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Et l'idée de ce hackathon, c'était de bosser sur des irritants de l'entreprise. Donc là, on va parler de l'ouverture de la porte. On avait des sujets type des API sur les données internes de l'entreprise, automatiser le logiciel des personnels administratifs, etc. On avait plein de petits projets. Poser un haut-parleur sur le fauteuil d'un de nos collègues qui a besoin de se faire entendre quand il y a du monde autour de lui. Et donc pour vous présenter le projet de manière concrète, on a donc la porte de nos locaux qui s'ouvre avec une gâche magnétique. Une gâche magnétique, c'est un bouton qu'on appuie pour déverrouiller la porte. En gros, il y a un aimant. Quand on fait passer du courant dedans, ça crée un champ, ça crée l'électromagnétisme et ça colle les deux aimants. Et quand vous appuyez sur le bouton, on coupe le courant et ça permet d'ouvrir la porte. C'est aussi simple que ça. Sauf que quand on est à l'extérieur, on sonne et il y a cet interphone qui sonne et pour celui qui est assis à côté ou le moins loin, entre 8h et 10h du mat, je vois quelqu'un arrive au bureau et qu'il n'a pas le badge, il faut se lever, il faut aller lui ouvrir, c'est assez chiant. Et donc l'idée, c'était de pouvoir déverrouiller cette porte sans avoir à se lever. L'autre intérêt aussi, c'était que quand on n'a pas le badge, au final, sans sonner, on peut s'ouvrir soi-même. Donc je vous montre tout de suite la cible. On a réfléchi un petit peu au début de la journée pour ce qu'on allait faire. Vous formalisez pas sur les technos parce que en vrai je vais pas rentrer trop dans les détails et puis c'est complètement interchangeable. On a une fonction Azure mais ça pourrait être un bout de code qui tourne n'importe où. Il suffit d'un endpoint qu'on puisse appeler. Le bot Slack, nous on se sert de Slack qui est notre outil de communication chez WeScale. Donc une commande Slack, c'est pareil, on pourrait l'appeler depuis, on pourrait faire un gros bouton rouge et taper dessus pour appeler le endpoint. Dans Azure, donc il y a un IoT Hub qui nous permet de communiquer avec le device que je vais vous présenter juste après. Là, pareil, donc sur le hackathon, on a des collègues qui savent faire de l'IoT, qui nous ont un peu accompagnés. On avait un collègue dans l'équipe qui savait faire un peu d'Azure, donc on a fait ce choix-là pour apprendre aussi au cours de la journée. Petit fun fact, Morgan qui était dans l'équipe, il est en train de faire un talk juste à côté sur Open Features. Donc là, on va commencer sur une première partie pour vous présenter le module qu'on a bricolé. Donc le premier module, c'est un ESP8266. Je ne sais pas si vous voyez. C'est normal, c'est parce qu'il est tout petit. Et c'est un de ses avantages. C'est très utilisé en fait en IoT parce que c'est léger, ça coûte pas cher. Vous pouvez acheter ça pour 2-3 euros, encore moins si vous achetez en lot. Et dessus, il y a une puce Wi-Fi, donc on peut le connecter au réseau, et il y a un microcontrôleur, donc on peut pousser du code dessus qui va s'exécuter. Donc ça, c'est l'avantage de ce module-là, c'est pour ça qu'il est très, très courant. Et donc là, on retrouve ce petit module-là branché sur un autre module, un module relais. Donc là, c'est pas un module qu'on va programmer, c'est un module qui permet de brancher de l'électricité dessus pour alimenter le microcontrôleur et permettre aussi de faire commutateur sur l'électricité, parce qu'on a un petit voltage qu'on a envie, comme on se branche sur la gâche magnétique, on a envie de couper ou laisser passer le courant. Vous pouvez voir en cours de journée, là on avait un bricolage sur la droite. Donc on a de l'électricité qui arrive avec un bout de câble USB découpé et branché sur le module. Et deux fils branchés en parallèle sur la gâche. Donc en gros on se met en parallèle, donc le bouton continue à marcher, on ne prend pas trop de risques. C'était plutôt pas mal, notamment pour tester. Donc je vais parler du microcontrôleur et de la possibilité de pousser du code dessus. Donc effectivement on peut le programmer. Et la première chose à faire pour ça, c'était de brancher, de le mettre en mode écriture. Parce qu'en fait, dès qu'il est alimenté, le microcontrôleur, il va exécuter le code qui est dessus. Mais il y a la possibilité de le mettre en mode écriture pour pouvoir le brancher à son ordi et pousser du code dessus.
Donc la première chose à faire, c'est de trouver le schéma de brochage qui vous dit que il y a 8 pins dessus et il y en a certaines où vous pouvez brancher des choses pour faire des actions. Ça peut être une LED, ça peut être un capteur, ça peut être n'importe quoi. Donc nous, on a branché le relais. Et il y en a un pour l'alimentation, un pour la prise terre et un pour récupérer des logs aussi. Ça peut être bien pour débugger. Si on lit la doc, on voit qu'on a besoin de faire un espèce de shunt entre 2 pins. Donc là, on ne le voit pas sur ce schéma-là, c'est moi qui vous le dis. Et on a besoin de faire un shunt entre 2 fils, notamment l'électricité et le chip enable. Et donc c'est le bricolage qu'on voit sur la droite. Donc je vous montre tout brut tel qu'on l'a fait dans la journée. Évidemment, après on l'a fait plus joli pour le poser dans le plafond au-dessus de la gâche magnétique. Donc là, pour pouvoir écrire dessus, on a fait une espèce de bricolage avec ce module-là qui nous permet de brancher le microcontrôleur sur l'ordi. Et on a soudé un fil entre les 2 pins qui nous intéressaient pour pouvoir le mettre en mode écriture. Et donc pour le programmer, nous on s'est servi d'Arduino. Si vous êtes là, vous avez probablement déjà entendu parler d'Arduino. Arduino, c'est quoi? Ça vient avec une IDE qui ressemble à ça. Donc on n'est pas trop dépaysé. Il y a un board manager qui permet d'importer des librairies pour pouvoir écrire, notamment là sur notre ESP. Donc en gros, si je vais sur le repo GitHub, pardon, c'est pas la même résolution. Hop, si je vais sur le repo GitHub, là on va retrouver donc le code de la librairie qui nous permet d'écrire dessus. Vous avez un système de repo manager. En gros, vous récupérez la définition et vous allez la pousser dans Arduino, dans l'IDE, et choisir votre board assez simplement. Je reviens sur le code juste après. Hop. Le code. Donc Arduino, c'est un langage assez simple, basé sur du C++. On va voir, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ça. Tout ce que vous avez à retenir là, c'est qu'il y a une fonction setup et une fonction loop qu'on va retrouver systématiquement. Donc la fonction setup qui va se lancer dès qu'on alimente le microcontrôleur, et la fonction loop donc qui va exécuter votre code en boucle. C'est l'idée. Donc là, on branche ce truc-là sur l'ordi, on se met en mode écriture et on va pouvoir taper du code et l'écrire. Donc on retrouve nos fonctions setup et nos fonctions loop. Vous voyez que ça tient en quelques lignes, hein, c'est assez simple. Bon, j'ai des fonctions, je triche évidemment. Vous formalisez pas encore une fois sur le code, je vais laisser tout brut tel qu'on l'a poussé pendant la journée, histoire que vous voyez qu'on peut assez simplement se bricoler dedans. Donc nous on a une fonction d'établissement de la connexion, donc il faut se connecter au Wi-Fi, parce qu'au final on a besoin de ça. Dedans on se connecte aussi à notre hub IoT sur Azure. Et on crée la connexion MQTT. On revient sur le protocole MQTT juste après. Et on voit dans cette fonction setup que on passe le pin 0 qu'on a choisi pour dialoguer avec le relais en mode output. Et derrière, on va écrire sur ce pin-là la valeur high. On a low ou high pour savoir est-ce qu'on veut ou non laisser passer du courant. Et en gros, là, c'est qu'au démarrage, on veut lâcher le bouton parce qu'on ne veut pas que la porte soit ouverte en permanence. La fonction loop, dedans, il n'y a pas grand-chose. Il y a la même fonction de connexion pour vérifier qu'on est toujours connecté. Okay. Et il y a le looping sur le client MQTT. Donc là, c'est une lib MQTT qui nous permet d'interagir avec l'IoT Hub. MQTT, on y revient juste après, mais vous l'avez compris, c'est un modèle client-serveur. C'est un protocole client-serveur. Si je vais dans ma fonction Establish Connection, donc je ne vous ai pas menti, on se connecte au Wi-Fi. On se calibre sur le temps avec du SNTP et on va initialiser un client MQTT. Donc je reviens dans ma fonction. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose dedans. On se connecte au hub IoT sur Azure et on set le client MQTT. On le set avec un host qui est un FQDN qui appartient à notre hub et on le configure avec une callback parce que donc c'est un système de messagerie hein, et donc quand on a un message, on va vouloir appeler cette fonction-là. Donc à chaque fois qu'on boucle, si on a un message, on va pouvoir aller dans cette callback-là. Et donc là, on a l'essentiel de l'action qu'on a envie de faire, la commande qu'on a envie de faire. Nous, on fait du print là qui nous a servi au debug et on appuie sur le bouton, donc digital write low. On appuie sur le bouton, on attend 2 secondes
et ensuite on relâche le bouton. On attend 2 secondes parce que si on appuie très vite, on n'a pas le temps d'ouvrir la porte évidemment. Donc en gros, ça c'est l'essentiel du code qui va être sur le microcontrôleur. Vous voyez que c'est quand même plutôt simple. Et puis je vais pas vous mentir, tout ce qui est se connecter au Wi-Fi, etc. Tout le monde fait ça parce que c'est presque la seule fonctionnalité du truc. Donc c'est des bouts de code qu'on récupère, qui sont partagés, qui ont déjà été optimisés, etc. C'est pas la peine de les recoder soi-même. J'avance, je vous parlais du protocole MQTT. Donc c'est un protocole de messagerie client-serveur. Le serveur, on appelle souvent broker, qui est très utilisé en IoT parce que ça c'est léger. Ça demande très peu de bande passante. Ça supporte très bien les réseaux de mauvaise qualité et les connexions intermittentes. Et ça permet d'adresser un gros paquet de devices, plusieurs milliers de devices, assez simplement. On va passer sur le bot. Donc je reviens sur mon schéma global. Là, on a vu la première partie du composant électronique. Et maintenant, on va s'intéresser à cette chaîne-là, qui est le bot Slack, la fonction Azure et le hub IoT. C'est OK pour tout le monde pour l'instant? Ouais? Cool. Le bot Slack, c'est vraiment pas compliqué, ça prend 5 minutes. Je ne sais pas si vous utilisez Slack, mais dans l'interface, on crée un bot en quelques minutes. Nous, en plus, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'une commande, donc /Nesdor. On était plusieurs équipes en parallèle à faire le même truc. Il y en a d'autres qui l'ont appelé Odor, évidemment. Et on a un endpoint, comme je vous disais, qui est la fonction qu'on va appeler à chaque fois qu'on lance la commande. Donc c'est une requête HTTP. C'est assez bête. Donc en gros, ça c'est l'essentiel de la configuration du bot. Après, vous pouvez configurer qui a le droit de l'appeler, etc. La fonction Azure. Donc pareil, je ne me formalise pas sur le cloud provider. On va aller dans le code directement. Et là aussi, attendez, hop, je crois que c'est pas ça que je voulais vous montrer. La fonction Azure, pareil, vous ne formalisez pas sur le code. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. On n'a pas grand-chose dedans. On a une première étape qui nous permet de valider l'heure à laquelle on est en train de... Tout à l'heure, je vous parlais de NTP. On est en train de valider l'heure à laquelle on a fait l'appel. Parce que en soi, en dehors des horaires de travail, ouvrir les locaux via le Slackbot, c'est a priori pas notre intérêt. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et puis le reste, traitement de la requête HTTP qu'on reçoit de l'API de Slack. On reçoit un body, donc nous on passe des infos dedans qu'on réutilise notamment pour le username, pour vérifier que ça arrive bien de Slack et qu'on a une personne qu'on connaît qui a fait l'appel. Ça nous permet aussi de customiser par exemple le message de réponse sur Slack. Et donc là on a une fonction qui nous permet d'aller contacter le hub IoT. Donc en vrai, je vous ai dit, c'est un protocole de messagerie, donc c'est un topic. On poste un message dedans, il y a quelqu'un qui est abonné au truc, il reçoit le message. Donc c'est assez simple. Je vais aller voir la fonction derrière, mais vous allez voir, il y a une commande pour envoyer le message et c'est tout. Et derrière, on fait la réponse. On fait la réponse HTTP avec un corps de message et en gros le message qui va s'afficher dans Slack. Donc c'est du Python, c'est portable un peu partout. Ma fonction IoT Hub Messaging, c'est essentiellement des commentaires qui servent à rien. Et on a un enregistrement avec une connection string. Donc ça, c'est pareil, parmi les améliorations qu'on peut faire. On peut faire des rotations de secrets, etc. Là, on est sur une fonction sur le cloud, donc c'est des trucs qu'on maîtrise assez facilement. Et on peut donc envoyer le message au hub IoT. Donc notre device, il a un nom, il est enregistré, on a une interface qui nous permet de gérer les devices, etc. Et donc on contacte un device en particulier avec une connection string et on lui envoie des properties. Je suis passé dessus parce qu'on s'en sert pas, mais dans le code là, je sais plus où c'était. On reçoit, on peut perdre de temps là-dessus. On reçoit le corps du message. Et donc nous, pour des besoins des bugs, on avait affiché le nom du topic, etc. On peut recevoir le nom, mais ça permettrait d'éventuellement faire des actions différentes en fonction de qui a appelé, à quelle heure, etc.
C'est à peu près tout. Et là, pour pareil, on a un truc de random de messages. On a un fichier où on avait listé des messages random, un peu de bonjour, un peu fun, aussi en fonction des gens qui faisaient l'appel. On avait des messages pour prévenir tout le monde. On a un channel siège et puis on mettait un message dedans pour dire voilà, il y a un tel qui est arrivé. Faites attention à vos pains au chocolat. Je sais rien. Ensuite, l'IoT Hub. Donc, je ne vais pas aller vous montrer l'interface parce que je trouve que c'est moins intéressant et c'est pas mon domaine. Moi, je connais pas très bien Azure. Ça supporte les protocoles qu'on utilise habituellement. Ça permet de faire de la télémétrie et envoyer des commandes parce qu'en fait, les devices, souvent, c'est des capteurs, etc. Donc, c'est souvent les devices qui envoient des données vers le hub. Mais là, nous, on s'en sert pour envoyer une commande parce que la commande qu'on veut, c'est ouvrir la porte ou laisser la porte fermée. Il y a une interface de gestion des devices, ma foi, qui est assez cool. Évidemment, une fois qu'on est sur Azure, c'est un gros cloud provider. On peut déporter tout un tas de traitements, utiliser des fonctions Azure, faire tout ce qu'on veut. Et il y a notamment un bot framework aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Ça permet de définir tout un tas de workflows de bots, de conversations notamment, avec des actions et des boucles et des traitements parallèles, etc. Ça, on s'en est servi pour étendre le bot. Tout à l'heure, je vous parlais d'API, des données internes, etc. Le bot, aujourd'hui, là, celui que je vais vous montrer, il faisait que ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, on peut dialoguer avec, on pouvait requêter d'autres choses, etc. Donc, le bot framework, c'est plutôt pratique aussi. Rapide tour sur les coûts. En gratuit, donc dans le free tier, on a le droit à 500 appareils. Donc nous, on en a un. On a le droit à 8000 messages par jour. Donc on n'ouvre pas 8000 fois la porte du bureau par jour. Et pareil pour la fonction Azure. La durée d'exécution, elle est très faible, parce qu'on poste un message. Et on a le droit en gratuit à 1 million d'appels par mois. Ça fait à peu près 30 000 ouvertures de portes par jour. C'est suffisant. À moins de vraiment vouloir s'amuser à faire chez quelqu'un. Les autres considérations par rapport à notre solution, nous on s'est dit dès le départ que Slack c'était de toute façon accessible qu'aux employés. Donc c'est à peu près sécurisé de ce côté-là. Ça nous permet aussi d'avoir un peu de traçabilité. Là on s'en sert pas parce que bon, on s'en fout de savoir qui a ouvert la porte. Ah, je suis désolé, je reçois un appel. Hop, bonjour. Salut. Ah, vous entendez pas? Bon, on nous dit bonjour. Non, vous ne me dérangez pas. Vous êtes bloqué devant la porte? Ok, je vais vous ouvrir. Bougez pas. Alors, on a dit /Nesdor. Hop, je balance ma commande. On attend 2 secondes. Vous me dites si c'est ok. Ah, on a coupé la caméra. Bon, on n'a pas vu l'ouverture de porte du coup. Ok, c'est cool. Merci les gars, vous allez pouvoir travailler tranquille. Bravo. Est-ce que je peux raccrocher? Yes, je peux raccrocher. Merci les gars, c'était sympa. Donc on a un petit message retour de Nesdor qui nous dit c'est bon, j'ai ouvert la porte. Donc c'est un truc qui est visible par moi uniquement. Donc en gros, je peux faire ma commande dans n'importe quel channel. C'était déjà dans un autre channel. Dans les autres considérations, on avait parlé de limitation horaire. Le truc, c'est qu'en plus, en dehors des horaires de bureau, nous, on vérifie ça, mais en vrai, en dehors des horaires de bureau, la porte elle est fermée à clé. Donc, si quelqu'un arrive à ouvrir la porte avec la gâche magnétique, il va pas faire grand-chose parce que la porte est fermée à clé. Ça, c'est plutôt pratique. Comme ça, on n'avait pas besoin de s'occuper de ça de manière... au début, on avait pensé à des trucs, voilà, vérifier que la personne est bien connectée au Wi-Fi du bureau, etc. C'était compliqué. Au final, si vous retrouvez la keynote de ce matin, il y a parfois des solutions beaucoup plus simples. Le cold start de la fonction. Donc là, on a eu l'exemple là. En gros, la fonction Azure, parfois, elle n'a pas tourné depuis longtemps. Si c'est le soir et que personne n'est arrivé depuis 3 heures, elle met un peu de temps à démarrer. Donc on a résolu le problème. Au début, on avait des erreurs de Slack parce que c'est une requête HTTP. Slack, au bout d'un moment, il dit j'ai pas de réponse, donc désolé, erreur. On avait un timeout dans Slack et c'était pas joli. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on répond, on a envoyé la commande, la porte devrait s'ouvrir. On n'attend pas la réponse. On n'entend pas la réponse. On n'attend pas l'ouverture de la porte, pardon. Et en fait, de toute façon, même si la fonction met du temps à démarrer, elle a été appelée
donc le message va être envoyé, donc la porte va être ouverte. Donc c'est une question de quelques secondes, c'est pas très grave. Les autres problématiques qu'on n'a pas forcément résolues, c'est la relance du module. Ben, parfois ça plante. On débranche le truc, on le rebranche, setup, loop, et ça remarche, ça prend 3 secondes, ça arrive. Ça on n'a pas encore débugué. Et si le Wi-Fi du bureau change, il faut réécrire sur le microcontrôleur, quoi. Donc il faut ressortir le microcontrôleur, le reflasher, changer le mot de passe dans les fichiers de header et reflasher le module et le rebrancher. Donc ça c'est un peu chiant. Je ne sais pas s'il y a vraiment une solution en fait, parce que on pourrait se dire que si on va changer le mot de passe du Wi-Fi ou le SSID, on pourrait envoyer le message et le traiter dans le microcontrôleur, mais s'il a besoin d'être connecté au Wi-Fi, on est un peu coincé. Et donc en conclusion, c'était une journée de hackathon intéressante, parce qu'on a eu l'occasion de travailler, comme disait mon collègue Morgan qui est à côté, sur un plan de travail différent. Du coup, on a pu bricoler. Ça, c'est important de savoir bricoler. On a fait de la soudure, on a appris à hacker des petits modules, parce qu'au final, si on veut faire des tests, débugger, avoir les logs en même temps et en même temps pouvoir écrire sur le microcontrôleur, faut redonder les connexions, etc. Faire de la recherche dans des docs sur desquels on n'a pas trop l'habitude. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs pendant cette journée, mais en gros, le message, c'est je vous encourage à faire des hackathons régulièrement. Vous avez probablement dans vos collègues des gens qui font des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça, c'est plutôt cool de pouvoir en profiter. Donc là, on était accompagné par notamment un collègue qui savait faire de l'Azure. Donc on a décidé de faire ça. Un collègue qui savait faire de l'IoT. Donc il nous a proposé ce projet-là. Évidemment, ça se prépare un peu parce que le jour J, il faut quand même avoir les composants. Mais au final, c'était plutôt agréable. Et voilà, je vous laisse sur cette magnifique photo de Patrick. Je suis preneur de vos retours sur ce talk. Et je crois qu'on a 2 minutes pour les questions, si vous en avez.